au moment où justement vous avez commencé à baisser dans les sondages, on verra encore une fois dimanche et ils seront peut-être démentis, encore une fois. On a vu reparaître le mot de remigration qui avait disparu, que vous n'utilisiez plus, que vous ne vouliez plus utiliser et que vous avez réutilisé. Et vous dites que vous expulserez 1 million de personnes de France. En 5 ans. En 5 ans. Bon, en 5 ans. Bon, il y a évidemment C'était pour comparer aux 2 millions d'entrées d'étrangers en 5 ans sous Emmanuel Macron. Mais ça veut dire quand même que, pour beaucoup, c'est totalement inhumain et que c'est une création de chaos et par la violence. Comment vous faites? C'est-à-dire, vous donnez une image comme ça de quelque chose qui d'ailleurs rappelle des très mauvais souvenirs. Il n'y a aucun mauvais souvenir. Est-ce que vous considérez que Barack Obama est inhumain? Non. Il a été prix Nobel de la paix. C'est un homme de gauche. Il a renvoyé 3 millions d'étrangers sous son mandat. 3 millions. C'est pas rien. Donc il n'y a rien de monstrueux ni de barbare à faire cela. Il y a des gens qui sont clandestins. Ils doivent être renvoyés. Ils ne respectent pas la loi française. Ils sont venus de façon irrégulière. Aujourd'hui, on ne renvoie personne. Vous savez, quand on renvoie 10%, en vérité, c'est les gens de Mayotte qui vont aux Comores et qui reviennent. Bon. Et comment pourriez-vous y arriver? Vous m'accordez que les Américains y arrivent? Oui, mais enfin, les Américains y arrivent. Les Américains ne sont pas un pays sauvage. Un certain nombre de pays peut-être acceptent leurs ressortissants. Nous n'avons pas cette possibilité. Là, vous posez une très bonne question. Là, on est d'accord. Alors, on va répondre à cette question. Mais vous m'accordez que c'est possible. Si les pays... Moi, je n'accorde pas. Les Américains le font. Je pose la question de savoir parce que les Mexicains les reprennent. Si ce n'est pas par de la violence ou si ce n'est pas inhumain. Non, ce n'est pas du tout de la violence. Mais vous posez une très bonne question. Les fameuses OQTF, c'est-à-dire OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui, vous avez tout à fait raison, sont des laissez-passer, et ne sont pas les laissez-passer, doivent être signés par les pays étrangers qui doivent reprendre évidemment leurs ressortissants clandestins. Et vous avez raison, les Algériens, les Marocains, les Maliens ne signent pas ces laissez-passer. Alors, je veux dire que nous ferons pression sur ces gouvernements. Et il y a toute une batterie de mesures. Il y a d'abord la suppression des aides au développement. Si ça ne suffit pas, il y aura la suppression de tout visa de tourisme pour les gens de ces pays. Troisièmement, si ça ne suffit toujours pas, j'espère que cela suffira, il y a la saisie des appartements, des biens de ces dirigeants étrangers, de ces pays-là évidemment, pas les autres, en France. Et quatrièmement, si toujours cela n'a pas suffi, je pense que cela aura suffi, il y aura la fermeture des comptes des gens qui envoient de l'argent, vous savez, par la Western Union et qui seront bloqués. Ils ne pourront plus envoyer de l'argent à leur famille, si vous voulez. Là, je pense que les pays réfléchiront. Par ailleurs... Vous rompez donc toutes les relations diplomatiques avec tous ces pays. Attendez, ce sont eux qui nous agressent. D'accord, mais en refusant... Le résultat, pas du tout, ils signeront, mais c'est à eux de signer. Enfin, c'est tout à fait... Nous, si on a des clandestins, on les reprend et on signe les OQTF. Ce n'est pas ce n'est pas respectueux, ce n'est pas courtois, ce n'est pas civilisé de ne pas signer ces OQTF. Qu'est-ce que vous faites avec les médecins étrangers qui sont aujourd'hui et qui rendent de très grands services à l'hôpital, qui sont aussi, par exemple, dans le BTP ou dans la restauration, dont les chefs d'entreprise disent « mais si on n'a pas ces étrangers, on ne peut pas faire marcher nos entreprises ». Alors, d'abord, je ne renvoie aucun étranger en situation régulière. Ce que je dis simplement, c'est que je supprime les droits de séjour à long terme, les renouvellements automatiques, vous savez, ces droits de 10 ans, etc., automatiques. Ça, je les supprime. Mais en revanche, les gens qui ont des titres de séjour réguliers, comme les médecins dont vous parlez, il n'y a aucune raison que je les renvoie. Deuxièmement, vous dites qu'ils rendent des grands services. Vous avez tout à fait raison. Je voudrais dire quand même qu'ils rendent des grands services parce que notre politique a été stupide. Nous avons fait un numerus clausus qui a empêché... Qui a été supprimé en 2019 dans la loi Buzyn, vous avez raison. Dans la lettre, oui, mais pas dans les faits. Mais peu importe. Ça prend des années. Absolument, vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a interdit à des petits Français, pour un demi-point parfois, vous voyez, c'était tragique, de devenir médecin. Donc, mais ceux-là n'ont aucune raison de partir. Mais je voudrais dire deux mais, si vous me permettez. Premièrement, il ne faut pas croire que tous les étrangers, même en situation régulière, sont en France pour travailler. Sur les 275 000 entrées légales en France par année, qui est colossal, il y a seulement 12%, Retail Krief, de gens qui viennent pour travailler.
Tous les autres, c'est du regroupement familial, c'est des étudiants, etc., etc. Par ailleurs, le taux d'inactivité, je dis bien d'inactivité, ça veut dire des chômeurs et des inactifs, des étrangers extra-européens est de 55%. C'est colossal. Alors, et troisième chose... Selon Eurostat, ce chiffre ne serait que de 38%. C'est faux. Mais bon, on ne va pas se lancer dans une querelle. Attendez, je finis un point. Vous avez raison encore. Dans le bâtiment, dans la restauration, on le voit, dans les cuisines, à la plonge, il y a dans les métropoles que des étrangers. Je tiens à dire quand même que dans les petites villes, où il n'y a pas d'étrangers, en Corrèze, on ramasse quand même les poubelles, on fait la vaisselle dans les restaurants et on construit des immeubles. Donc ça prouve que là, les Français le font. Ce que je veux vous démontrer, c'est qu'en vérité, on prend des étrangers parce qu'autour des métropoles, il n'y a quasiment plus que des étrangers. Parce que les Français ont été chassés par les étrangers et les immigrés, parce que dans ces banlieues de métropole, on ne vit plus à la française. Ce sont devenus des enclaves étrangères, des enclaves le plus souvent islamisées, où on se balade en hijab et en djellaba, où il n'y a plus que des kebabs et où il n'y a plus que des boucheries halal. Donc les Français fuient ces endroits. Donc évidemment, les Français des classes populaires, j'entends, parce que les Français de la bourgeoisie peuvent vivre dans les centres-villes. Mais les Français des classes populaires qui pourraient travailler dans ces endroits-là, eux, ils sont chassés à des dizaines et des dizaines de kilomètres. Alors les Français des classes populaires, eux, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat importants aujourd'hui. Et vous proposez une baisse de la CSG pour les salariés modestes. Vous proposez une prime zéro charge. Une prime zéro charge. Et qui peut arriver jusqu'à 3 mois, qui peut aller jusqu'à 3 mois de salaire. Bah, j'ai vu, c'est comme Emmanuel Macron, il veut aussi une prime Macron qui veut tripler. Et pareil, il y a aussi d'autres mesures. Accordez-moi qu'il est venu après moi. Oui, mais enfin non, la prime Macron, elle était après les Gilets jaunes. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Donc c'est la vôtre qui vient après. Mais moi, ça ne me gêne pas, je peux m'inspirer de ce qu'il fait. Il y a une petite différence, si vous me permettez, qui est philosophiquement différente. C'est que lui, sa prime, c'était pour tous les salariés d'une entreprise. Moi, c'est pour les salariés méritants. Et lui, elle était plafonnée à 1 000 €. Moi, elle n'est pas plafonnée. Ça peut être un 13e mois, un 14e mois, un 15e mois. Là, mais c'est quand même important. Là, elle est augmentée théoriquement dans le programme d'Emmanuel Macron. Dans votre budget, j'ai regardé, donc vous proposez 60 milliards de dépenses, avec la construction de 10 000 places de prison, recrutement de 50 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap, création de 400 000 nouvelles places d'EHPAD, augmentation de 30 milliards du budget de la défense, par exemple. Et 28 milliards de dépenses, de baisse d'impôts. Je suis le candidat qui baisse le plus les impôts. Des impôts pour les personnes et pour les entreprises. C'est pour ça que je me disais, vous proposez la retraite à 64 ans, vous voulez baisser les impôts, vous faites une prime, ça ressemble au programme Macron. Ah bon? Bah oui. Ah bah vous êtes amusant. Bah oui. Parce que, excusez-moi, moi je baisse beaucoup, mais de toute façon, je vais vous dire. Le programme Macron, vous auriez pu dire le programme Pécresse, il y a des gens qui veulent baisser les impôts. Il y a des gens qui veulent les augmenter. Marine Le Pen veut rétablir l'ISF de 1981. Il y a des gens qui, effectivement, veulent augmenter l'âge de la retraite pour sauver le système par répartition. Et puis il y a des gens, comme Mélenchon et Marine Le Pen, qui ne le veulent pas. C'est des choix politiques, ça ne veut pas dire que sur le reste, on est d'accord. Il peut y avoir des accords ponctuels. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut baisser les impôts parce que nous croulons sous les impôts. Nous sommes le pays le plus imposé du monde. Et pourquoi nous sommes le pays le plus imposé du monde? Parce que, d'abord, il y a une gabegie administrative. On a vu avec l'affaire McKinsey, accordez-moi que ça, c'est pas comme Macron. Moi, je ne ferai pas travailler des cabinets américains, je ferai travailler les hauts fonctionnaires français, puisqu'on les paye pour cela. Par ailleurs... Justement, non, mais dans vos économies... Bien sûr, j'entends. Dans vos économies, parce qu'il y a un budget, ça s'équilibre, vous avez 60 milliards d'économies pour équilibrer votre budget. Bien sûr. Et là, la suppression des aides sociales pour les étrangers, vous dites que ça rapporterait 20 milliards. Même Marine Le Pen, dans son projet, c'est 15 milliards. Et pour les économistes, de toute façon, ce n'est pas du tout ces sommes-là. C'est beaucoup trop surestimé. Vous avez aussi la lutte contre les gaspillages et l'aide des organisations, je suis 15 pas d'accord milliards. Avec la lutte vous. contre les fraudes, 15 milliards. Tous les économistes disent que c'est très surestimé et donc c'est pas équilibré. Les économistes se trompent tout le temps. Excusez-moi. Moi, je me souviens de Jacques Chirac disait les économistes se trompent tout le temps. Moi, j'ai retenu la leçon. Il avait raison. Donc, il ne faut pas que ces gens-là nous donnent des leçons. Ils se plantent tout le temps. Donc, moi, je peux vous dire que les 20 milliards, vous verrez que je me demande même si ce n'est pas sous-estimé. On a été très mesurés. Parce que ce n'est pas seulement les allocations sociales que je décris toujours, c'est-à-dire RSA, allocation logement et allocation familiale. Je cite toujours celle-là, pour aller vite. Mais en vérité,
il y a une liste, une litanie de dizaines d'aides sociales diverses. Vous voyez, l'aide à l'enfant, l'aide ceci, l'aide cela, on a multiplié depuis 30 ans. C'est toutes celles-là que j'enlève. Alors, évidemment, on me fait le calcul avec les 3 que je donne, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez, pour tout le reste, c'est pareil. En tout cas, comme c'est la même chose que dans le programme de Marine Le Pen, elle les met à 15 milliards et vous à 20. Donc voilà, c'est quand même déjà intéressant. Alors, la politique, c'est notre dernier chapitre, ça va vite. Marion Maréchal a dit qu'elle s'allierait bien avec Éric Ciotti. Mais lui, a priori, pour le moment, il demande plutôt aux députés LR de rester bien dans leur groupe, les Républicains. Donc les perspectives ne sont pas si évidentes. Hein. Attendez. Aujourd'hui, on n'a pas encore le premier tour. Vous savez, Georges Pompidou disait une phrase que j'aime beaucoup, la différence entre la veille de l'élection et le lendemain de l'élection, c'est que l'élection a eu lieu. Au-delà de la boutade, vous comprenez ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'il y a un effet politique et donc psychologique de l'élection. On voit les vrais chiffres. Et pas les sondages, etc. Et là, il y a des conséquences politiques. Je le répète, si je suis au second tour, Éric Ciotti l'a déjà dit, vous me l'accorderez ça au moins, il appelle à voter pour moi. Pareil pour François-Xavier Bellamy. Pareil pour d'autres. Je suppose que Nadine Morano n'appellera jamais à voter pour Emmanuel Macron. Les autres, les centristes, appelleront à voter pour Macron. À partir de là, si des gens appellent à voter pour un candidat au second tour de la présidentielle, ça favorise des rapprochements aux législatives. C'est comme ça qu'on a toujours fait dans la politique française de la Ve République. Si vous n'arrivez pas au second tour, est-ce que quand vous dites à Valérie Pécresse, Madame 20h02, elle appellera à voter Macron, est-ce que vous, à 20h01, vous appellerez à voter Marine Le Pen? Mais moi, en tout cas, on ne sait pas ce que je vais faire, et moi, je serai au second tour. Non, mais moi, je serai... Vous savez ce que vous allez faire? Je serai au second tour. Voilà. Pour l'instant, je ne me mets pas dans une autre cas de figure. C'est normal, d'ailleurs. Tous les autres font la même chose. C'est logique. On n'a pas à se mettre dans un autre cas de figure. Donc, moi, ce que je sais, c'est des logiques politiques. Madame Pécresse, elle a déjà fait, pas moi, elle a déjà fait appeler à voter Macron en 2017. Donc, c'est tout. Moi, ce que je disais, c'est qu'elle le referait. Parce qu'en plus, son programme est très proche sur tous les sujets. Alors, vous avez fait un tweet aujourd'hui. Jusqu'où ira Macron pour voler l'élection? Cette phrase très dure. Est-ce que ça veut dire que vous ne reconnaîtriez pas le résultat si jamais il était qualifié au premier tour et au deuxième tour? Non. Évidemment, je reconnaîtrai le résultat. Mais je ne suis pas dans la contestation des résultats. Ils sont fiables. Voilà, je dis, vous avez compris, c'est une expression, voler l'élection. Ça veut dire qu'on fait tout pour enjamber cette élection, pour ne pas faire campagne. Là, il fait campagne dans les 15 jours. Franchement, on n'a jamais vu ça. Même François Mitterrand, en 1988, qui s'était déclaré très tard, le 22 ou 23 mars, on a le même souvenir, avait fait 1 mois de campagne. Et il avait fait des grands meetings. Je me souviens avoir assisté au meeting de Toulouse, etc. Emmanuel Macron fait un meeting et il ne remplit pas toute la salle de l'Arena, où il y a 40 000 places. Vous voyez, moi je dis, c'est pas faire campagne, ça. C'est pas respecter le choix démocratique. Mais d'ailleurs, Marine Le Pen fait un peu la même chose. Elle refuse tout débat, etc. Ces deux-là veulent absolument nous imposer, ça fait 1 an que ça dure, et même 5 ans, nous imposer leur duel. Marine Le Pen pour sauver sa boutique, qui est surendettée et qui a besoin de financement public, et Emmanuel Macron parce qu'il sait qu'il va gagner à tout coup face à Marine Le Pen. Donc il y a une alliance objective. Voilà, donc moi, je suis là pour bouleverser cette alliance objective.